Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Public Eye, si vous ne connaissez pas encore l'association, elle est là depuis plus de 50 ans en Suisse et elle se bat pour regarder là où certaines multinationales voudraient qu'on ne regarde pas. On va gratter un peu le vernis des beaux discours pour rentrer dans les faits. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on va parler de Big Pharma. Vous connaissez certainement le terme et aujourd'hui il résonne très fortement avec la crise Covid dans laquelle on est enlisé depuis 2 ans maintenant déjà. Quelles sont les stratégies, quels sont les mécanismes mis en place par ces entreprises pharmaceutiques pour maximiser leurs revenus au détriment, hélas, d'une écrasante majorité de la population des pays, surtout à bas revenus. On va évidemment essayer de situer ce débat le plus possible en Suisse. Et j'ai la chance d'avoir comme invité aujourd'hui Patrick Durich, spécialiste de politique de santé à Public Eye depuis 2009. Tu as aussi une longue expérience dans l'humanitaire, dans d'autres organisations humanitaires, donc vraiment une expérience de terrain et je serais très content d'en discuter un peu plus profondément par la suite. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, j'aimerais commencer avec une question un peu rentre-dedans. Est-ce que les entreprises pharmaceutiques n'ont pas rempli leur rôle pendant cette crise sanitaire, c'est-à-dire nous fournir rapidement un vaccin efficace ? Alors, on peut le résumer comme ça. C'est une victoire de la science, mais un échec politique majeur. Une victoire de la science, mais ce n'est pas seulement l'industrie pharmaceutique. Elle a certes joué un rôle, mais il y a aussi eu beaucoup de scientifiques, beaucoup de collaborations internationales dans les milieux académiques, et il y a eu beaucoup de fonds publics. Donc, il serait faux de dire que c'est seulement la pharma qui a sorti ces produits en très peu de temps. Et c'est un échec politique parce que finalement, on a laissé faire et on a laissé contrôler l'industrie pharmaceutique. On l'a laissé gérer tous ces biens comme des biens privés et décider qui en recevait, combien, quand et à quel prix. Et ça, c'est l'échec politique majeur. Tu dis qu'il y a eu une participation publique qui était importante au début de cette crise. Est-ce que ça se chiffre en combien de milliards d'investissements ? Alors aujourd'hui, on est à plus de 100 milliards de francs qui ont été investis à la fois dans les vaccins, dans les traitements et dans les tests diagnostiques, la majorité pour les vaccins. Et ce chiffre de 100 milliards, il était pour 2020. Donc en 2021, on a continué à injecter des fonds là-dedans. Et tous ces fonds ont finalement socialisé tous les risques de mise au point de ces vaccins et de ces traitements. En revanche, le produit qui en ressort est totalement privatisé et géré comme bon le veulent par les entreprises pharmaceutiques. Parce que souvent, ce que les entreprises pharmaceutiques mettent en avant, c'est qu'elles prennent tous les risques. Mais là, dans le cadre de cette crise où les investissements publics ont été massifs, il y a finalement eu assez peu de risques pris par ces entreprises, c'est ça ? Alors, elles en ont pris, mais elles ont déjà récupéré ces risques. Elles ont déjà récupéré leurs investissements, qu'on ne connaît d'ailleurs pas exactement, parce qu'elles n'ouvrent jamais leur livre de compte. Mais on sait qu'à travers ces 100 milliards et ces plus de 100 milliards qui ont été investis, ce qui est clair, c'est que non seulement elles prenaient moins de risques, en plus, elles avaient un écoulement assuré à travers les différents contrats qu'elles ont passés avec les États. Et en plus, on leur offrait un marché, quoi, en gros. Ouais. Et donc, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'en retour, ils n'étaient pas tenus d'en faire un produit abordable, de s'assurer qu'il y avait effectivement une répartition équitable qui allait. Elle s'est dit, nous, notre business, c'est de faire du profit et des produits thérapeutiques. On vous laisse tout le soin de distribuer ces produits comme bon vous semble. Nous, on fonctionne en fonction de logique de marché. Mais pourquoi sans contrepartie ? Il n'y a aucun chef d'État qui a essayé de rentrer dans la brèche et d'imposer quelque chose à l'industrie pharmaceutique dans la fabrication de ces vaccins ? Alors, au tout début, quand on n'avait ni vaccin, ni traitement, ni test diagnostic, il y a eu des beaux discours. Il y a eu des chefs d'État qui se sont positionnés en disant que finalement, avec tout cet effort international et notamment cette contribution des États, ce qui en ressortait devait être un bien public. Et finalement, ces discours ont très vite changé. Eh bien, ça nous permet de faire une transition tout à fait smooth vers le premier objet qu'on a à te présenter. C'est une vidéo de Ursula von der Leyen, qui était déjà à l'époque, en 2020, présidente de la Commission européenne. On va tout de suite passer ce discours.
Nous devons développer un vaccin, le produire, le déployer dans tous les coins du monde et le rendre disponible à des prix abordables. Ce vaccin sera notre bien commun universel. Alors, on voit dans ce discours qu'on parle du vaccin comme un futur bien commun. C'est pas le seul discours qui a été émis au début de cette crise sanitaire en 2020, au printemps 2020. Qu'est-ce que, après 2 ans, on retient de ces discours ? Alors, ce discours a été fait au moment où on lançait une grande initiative à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS. Encore une fois, je rappelle, on n'avait ni vaccin, ni traitement, ni test diagnostic. Tout le monde craignait ce nouveau coronavirus et les États se sont mobilisés pour lever des fonds. Simultanément, ou en tout cas très peu de temps après, ces mêmes États qui appelaient à un bien public passaient des contrats en direct avec les multinationales pharmaceutiques pour s'assurer une certaine quantité de vaccins. Donc, on voyait bien qu'il y avait un double discours là derrière. Il y avait le côté public qui était d'essayer de rassurer et de dire on est aux commandes, on va faire en sorte que ce qui ressort de tout ça va être disponible et accessible à tous. Et par contre, en privé, et derrière des portes closes, on passait des contrats au prix que l'industrie pharmaceutique fixait elle-même et finalement selon des modalités qui étaient complètement tenues secrètes. Donc ce double discours était très flagrant au début. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on revient un peu sur cette question de transparence de cette industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette transparence que je crois Public Eye a revendiqué maintes fois? Alors l'industrie pharmaceutique est opaque et c'est pas nouveau. Ça existait déjà bien avant le coronavirus. À partir du moment où on ne connaît ni les coûts réels de recherche et développement, et qu'on ne peut pas juger si finalement le prix qui ressort du produit est équitable ou pas, on voit bien que l'opacité fait partie du modèle d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Quand elle passe des contrats avec des États, ces contrats sont sous scellés. C'est-à-dire et on a beau invoquer la loi sur la transparence, ça a été fait en Suisse à plusieurs occasions, impossible d'accéder au contrat pour en connaître les modalités. Donc finalement, l'industrie joue ce jeu d'opacité. Elle le fait avec chaque État afin de diviser pour mieux régner finalement et afin de dicter ses propres termes aux États qui restent impuissants et complices à la fois. Donc ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est connaître les coûts de production de ces médicaments et de développement pour voir si le prix final pour le consommateur ou la consommatrice est disproportionné ou non. C'est ça que Public Eye revendique ? Alors, il y a eu des études qui ont essayé d'estimer les coûts de production. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, par exemple, qui est vendu, il y a quand même eu des fuites et des articles à ce sujet-là, il est vendu aux alentours de 20 francs la dose. On sait que ça coûte à peu près 1 franc pour le produire. Donc, il y a un facteur 20 déjà. Pour des traitements comme l'Olumiant de la firme américaine Eli Lilly, il est vendu 160 fois son coût de production. Donc, on voit bien qu'il y a des marges énormissimes qui sont derrière. On parle de traitement contre le Covid. On parle de traitement contre le Covid, absolument. On voit bien qu'il y a des marges qui sont énormissimes derrière, sans, encore une fois, fixées par l'industrie pharmaceutique, peu négociées et contestées par les États, qui sont tout contents de pouvoir s'assurer des certaines quantités avant tout le monde. C'est un peu la course à l'échalote. Moi, j'en veux plus que mon voisin. C'était quoi le terme déjà ? C'était nationalisme sanitaire. Est-ce que ça te paraît un terme correct pour décrire un peu ce... Il y a eu un nationalisme vaccinal. Quand on se rend compte que finalement les États-Unis, l'Union européenne, ou l'Europe, si on inclut le Royaume-Uni et la Suisse, et peut-être le Japon, ont finalement accaparé les 3/4, si ce n'est plus, de toutes les doses qui étaient produites. Donc, on voit bien que ça fait aussi partie du modèle d'affaires de la Big Pharma, c'est de servir d'abord les États riches, qui payent rubis sur l'ongle et qui ne discutent pas trop du prix, avant de s'intéresser au sort des pays moins bien lotis. Donc, il y a une proximité, une espèce de compagnonnage entre Big Pharma
qui sont tous basés dans les pays riches, finalement, et les États qui les hébergent. Et finalement, on regarde d'abord ça sans se soucier s'il en restera pour les autres. Et on a bien vu qu'il restait des miettes pour les autres. C'est bien que tu en parles, ça nous permet de faire la transition avec le deuxième objet qu'on a. Cette fois, c'est un accessoire. Attention, je prends un pot de granulés que je verse dans cet autre pot. Et ce pot de granulés représente le pourcentage de population qui a reçu déjà sa première dose dans les pays à faible revenu. Je prends un autre pot que je verse également. Et ce pot-là représente le pourcentage de population qui a reçu la première dose dans les pays à haut revenu. Je crois que c'est assez net. Dans le pot qui représente la population à haut revenu, on a, sauf erreur, 77% de la population qui a reçu sa première dose. Et dans le pot des personnes de la population à bas revenu, on a 9,3% des gens qui ont reçu leur première dose. C'est quoi les mécanismes, je crois que tu en as déjà un petit peu parlé, qui font que les pays ne sont pas égaux pour la vaccination? D'abord, il y a, on va dire, un certain pouvoir d'achat. Ensuite, je l'évoquais, ça fait partie intégrante du modèle d'affaires de Big Pharma. Encore une fois, tous situés géographiquement dans les États riches qui privilégient les pays qui les hébergent. C'est assez logique. Pour les pays pauvres, on a dit, mais finalement, ces pays pauvres doivent se baser sur un mécanisme international mis en place par l'OMS et d'autres qui s'appelle le COVAX. Sauf que le COVAX avait le même problème que les États pauvres. Ils ne recevaient pas de doses, vu qu'ils partaient tous dans les États riches. Donc, il n'y avait aucun moyen d'augmenter la capacité de production parce que l'industrie pharmaceutique avait en plus des brevets. On va peut-être en parler aussi. On va en parler. Qu'est-ce que c'est, peut-être ces d'abord brevets? COVAX, je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices ne sont pas tout à fait au courant de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment fonctionne ce mécanisme-là? Alors, c'était censé distribuer équitablement les doses de vaccins, mais aussi de traitements, mais on va dire en priorité les vaccins, dans les États qui avaient justement moins cette capacité de se les procurer en direct. Et c'est quoi? C'est du mécénat? C'est un partenariat public-privé, okay. Où il y a à la fois il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui est dedans. Ça part d'une bonne idée au départ. Sauf que le problème, c'est que ça joue uniquement sur des logiques de marché et d'offre et de demande. Finalement, COVAX n'augmente pas la capacité de production des vaccins. Il ne fait que accueillir des doses et les redistribuer. Sauf que ces doses, il faut qu'elles arrivent. Et finalement, COVAX n'était pas une priorité pour Big Pharma. La priorité, c'était d'abord de servir ces États hôtes et de s'assurer que son stock est vendu au meilleur prix. Et pour justement augmenter cette quantité de vaccins disponibles, il y a une autre initiative qui a été déposée notamment par des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud à l'OMC, sauf erreur, qui vise à lever temporairement ces brevets sur les vaccins pour les déployer plus largement à travers le monde. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette initiative? Alors d'abord, un brevet, c'est quoi? C'est un titre de protection, c'est-à-dire que... C'est un monopole, c'est ça. Qui entraîne un monopole, justement. Ça veut dire que le brevet empêche d'autres fabricants qui seraient tout à fait capables de le faire, de produire ce même vaccin, sans accord du titulaire. S'il le fait, sans l'accord du titulaire, il risque fortement des poursuites judiciaires. Et ça va lui coûter très cher. Donc, personne ne le fait. Donc, ce type de protection verrouille et privatise complètement la question des vaccins ou des traitements. C'est-à-dire qu'une pharma, aussi grande soit-elle, n'a pas la possibilité de produire suffisamment de vaccins pour le monde entier. Je rappelle qu'on a 8 milliards d'habitants. À 2 doses, ça fait 16 milliards. À 3 doses, ça veut dire 24 milliards. On est loin du compte. Donc, il faudrait pouvoir démultiplier
et décentraliser surtout cette production de manière à ce que des pays qui sont moins bien servis par les doses de vaccins, puissent en produire eux-mêmes régionalement, nationalement, etc. Sauf que la Suisse, l'Union européenne, a bloqué cette initiative dont tu parles à l'Organisation mondiale du commerce. Or, on est en situation de crise. On est dans une situation où tout le monde a un intérêt sanitaire, économique à être vacciné, traité le plus rapidement possible. Mais je sais que dans le système de licence, de brevet, il est parfois possible de louer son brevet, si je puis m'exprimer ainsi, à d'autres entreprises. L'entreprise pharmaceutique n'a pas envie de faire payer son brevet à d'autres entreprises qui pourraient produire son vaccin. Elle pourrait accorder à d'autres entreprises le droit de le produire, mais selon ses propres termes et selon une logique très commerciale. Mm-hmm. Donc, elle va passer un certain nombre d'accords, mais très limités et trop limités pour pouvoir répondre aux besoins mondiaux. Mm-hmm. Et ce qu'il faut, finalement, c'est ouvrir le jeu, c'est changer de logiciel et ouvrir le jeu. Et de se dire, on est tous dépassés par ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années. Mm-hmm. Donc, changeons de logique, ouvrons le jeu. Ces vaccins ont été fortement subventionnés. Il n'y a aucune raison que tous les profits atterrissent dans les caisses de seules quelques entreprises. Permettons à d'autres fabricants d'en produire également. Pourquoi c'est aussi important pour juguler l'ampleur et la durée de la crise de déployer ce vaccin le plus vite possible au plus de monde possible parce qu'on est dans finalement une société globalisée? Pourquoi c'est si important? Je crois que ta démonstration avec les pots et le gravier le montre bien. Il y a une telle injustice, il y a une telle, certains l'appellent même un apartheid vaccinal, qui est tellement évident que c'est absolument nécessaire. Pour ça, c'est nécessaire sur le point, d'abord, moral-éthique. Il n'y a aucune raison que des pays à bas revenus, qui souffrent tout autant, si ce n'est plus, du Covid-19, doivent patienter dans la salle d'attente avant de recevoir des vaccins ou des traitements. Il n'y a aucune raison morale ou éthique à ça. Le deuxième point, il est sanitaire. C'est-à-dire que tant qu'on a des pays qui seront peu vaccinés, on risque beaucoup plus d'avoir des variants et des mutations de ce coronavirus. Donc finalement, c'est des calculs à très court terme et très mauvais. Et on a fait ça pourquoi ? Pourquoi la Suisse ? Pourquoi l'Union européenne ? Pourquoi les États-Unis protègent leur industrie pharmaceutique? C'est parce qu'ils en ont peur. C'est parce qu'ils ont peur qu'elle se délocalise. C'est parce qu'ils ont peur qu'elle licencie. Donc finalement, il y a un chantage permanent de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis des États qui les rendent complètement otages, mais en même temps, ils ne font rien pour le changer, donc elles sont complices aussi. J'ai l'impression que la leçon qu'il faudrait retenir de cette crise, c'est que finalement, dans un monde globalisé, on est tous liés. Et que ce qui impacte un citoyen en Afrique du Sud ou une citoyenne en Grande-Bretagne peut finalement nous impacter à terme. On l'a vu avec le développement d'autres variants. Ce podcast, c'est aussi l'occasion de montrer un peu les visages et les voix derrière Public Eye et les engagements. Toi-même, tu as eu un engagement de terrain assez approfondi. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain, ce manque d'accès aux médicaments ? Alors d'abord, j'ai pu le constater, effectivement, à travers mes différents engagements, mes différentes missions. Je crois que c'est évident quand on est dans ces contextes et qu'on voit que des gens ont vraiment de la peine à se procurer ne serait-ce qu'un médicament complètement basique, alors que nous, on va à la prochaine pharmacie, on l'a, et en plus, on a un système d'assurance sociale qui couvre si c'est trop cher. On voit qu'il y a vraiment un gros différentiel. Ce que j'ai pu constater aussi à travers ma première mission au Proche-Orient, dans les territoires palestiniens occupés, c'est finalement une confrontation avec la politique autour de la santé. C'est-à-dire qu'on a toujours, et on l'a vu pendant la crise du Covid, cette interaction entre la science et la politique qui n'est pas toujours si évidente que ça. Et je crois que ça m'a vraiment déterminé à me dire que là, il y a des choses à faire, qu'on peut inventer et on peut faire en sorte qu'il y ait un système beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour tout le monde,
et qu'il s'agit simplement d'avoir un courage politique pour le faire. Ce que je reproche à l'État suisse et à d'autres États riches, c'est de ne pas avoir ce courage politique de confronter la pharma et de leur dire, écoutez, mesdames et messieurs, vous êtes bien gentils, mais là, vous êtes en train de piller nos caisses, mais vraiment piller, vous faites du racket social et finalement, vous devriez passer pour les héros. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est à nous de nous assurer qu'il y a un droit à la santé pour toute notre population. Et finalement, ça se fait à travers certaines règles et certaines conditions. Donc, c'est les contreparties que je mentionnais tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même être optimiste? Est-ce que la crise, la pandémie actuelle a rebattu un peu les cartes et on peut espérer un meilleur deal avec l'industrie pharmaceutique à l'avenir? Alors, durant les premiers mois de la pandémie, alors que tout le monde était un peu sidéré, il y a eu des mouvements qui m'ont fait dire, tiens, quelque chose est peut-être en train de changer. Sauf qu'on est très vite revenu au courant normal et au business as usual. Okay. Malheureusement. Et on a tout de suite vu la Suisse et d'autres se mettre au front et dire, il ne faut pas toucher le système des brevets, à faire peur, en disant que si on touche le système des brevets, on ne va plus jamais avoir de nouveaux médicaments, la pharma va avoir des problèmes, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Ils ont un tel matelas, ils ont des tels profits qu'ils ont les reins assez solides pour faire face à une crise. Donc finalement, je suis assez vite revenu à une position où finalement je me dis, voilà, il y en a qui vont tirer leur marron du feu et pas les autres, comme d'habitude. Par contre, plus récemment, on a vu qu'il y avait un nouveau vaccin Covid qui est sorti, qui finalement n'avait aucun brevet. Et c'est une initiative académique qui était massivement financée par des fonds de philanthropes, très peu finalement par des fonds gouvernementaux qui sont tous allés vers les grosses pharmas et qui a été homologué en Inde et en train d'être déployé. On a un vaccin cubain qui a aussi été fait avec des fonds publics, qui a une volonté de partager ses recettes et sa technologie avec d'autres et de faire en sorte que d'autres puissent en profiter. Donc oui, il y a des initiatives dont on parle très peu, parce que finalement ici, les pharma, c'est Roche, Novartis et les autres big pharma, mais il y a quelques initiatives prometteuses. Patrick, j'aimerais encore en discuter des heures et des heures. Le temps file, on est au-delà du temps imparti. Peut-être juste pour terminer, vraiment pour engager les auditeurs et les auditrices, est-ce que tu arrives à nous dire vraiment très brièvement quelques petites choses qu'on peut faire à notre échelle pour faire bouger les choses? Mais je crois qu'il faut qu'on revendique de plus en plus que que ce soit le médicament, le vaccin, n'est pas un bien comme les autres. Ce n'est pas un bien de consommation qu'on peut gérer comme quelque chose de privé, de purement commercial. Il faut qu'on en revienne à ça, il faut qu'on trouve des solutions pour sortir ces traitements vaccins, ou qu'on trouve des exceptions, en tout cas, au système de brevets de monopole, certainement en cas de crise, mais aussi au-delà. Je crois qu'il faut qu'on milite pour des biens communs. Merci beaucoup, Patrick Durich. Merci à toi. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description de cet épisode pour plus de sources et d'informations. On vous invite aussi à vous abonner si vous regardez ce podcast sur YouTube ou sur quelconque autre plateforme audio de podcast. Bien sûr, c'est le premier épisode. Ce format va être amené à évoluer, à se développer d'une autre façon. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Interagissez avec nous dans les commentaires. On veut vraiment savoir les sujets que vous souhaiteriez voir traités à l'avenir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.